Tout a commencé par une simple lecture, impossible, une impulsion lumineuse sous la glace arctique qu'aucun satellite n'aurait pu créer, qu'aucune tempête n'aurait pu provoquer et qu'aucun être humain n'était censé observer. Pendant des décennies, des dossiers ont disparu, des témoins ont été réduits au silence et des patrouilleurs ont été déroutés en pleine nuit. Ce soir, vous entendrez enfin la vérité sur le seul signal au Canada que le gouvernement refuse toujours d'expliquer. Il posa sa tasse de café proche du vieux récepteur, un appareil robuste, usé par des décennies de tempêtes, mais toujours fiable. La routine voulait qu'il balaye quelques fréquences marines, juste pour s'assurer que tout restait calme sur le Saint-Laurent. Ce n'était jamais excitant, juste des bips lointains, des signaux de navigation, parfois une conversation entre deux capitaines de chalutiers qui tentèrent de garder l'humour malgré la solitude. Mais à minuit précisément, quelque chose coupa l'air comme une lame. Un grésillement sec, plus nerveux que celui d'un simple parasite atmosphérique. Henri fronça les sourcils et approcha son oreille. Le bruit était organisé. 3 impulsions, une pause, 2 impulsions. Une longue fréquence stable, presque cristalline, puis de nouveau 3 impulsions. C'était trop structuré pour être un hasard. Il tourna doucement le cadran. La fréquence n'était pas répertoriée dans les registres marins. Il vérifia 2 fois, puis 3. Rien. Ce canal n'existait pas. Le signal revint, cette fois plus fort, comme si quelque chose s'approchait du littoral. Henri sentit la chair de ses bras se hérisser. Le phare, pourtant immobile depuis plus d'1 siècle, semblait vibrer au même rythme que les pulsations étranges. Il chercha instinctivement une explication. Un test militaire ? Un navire en détresse, mais aucun des deux ne correspondait. Le son n'était pas une voix, pas un code morse officiel. C'était autre chose. Il attrapa un vieux magnétophone à cassette qu'il utilisait pour enregistrer parfois les conversations radio. Il appuya sur le bouton rouge, les doigts tremblants sans vraiment comprendre pourquoi. Le signal fit une dernière apparition, plus longue, presque insistante, comme si quelqu'un ou quelque chose essayait réellement d'entrer en contact. Puis tout s'arrêta, la fréquence redevint silencieuse. Pas un souffle. Le phare vibra une dernière fois, comme un cœur qui se calme. Henri resta immobile, le magnétophone encore allumé dans sa main. Il savait déjà que ce qu'il venait d'entendre n'était pas normal. Il sentit, sans pouvoir le justifier, que cette nuit marquait le début d'un mystère qui dépasserait ce simple bâtiment de pierre. Avant de monter se reposer, il fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait en 30 ans de service. Il nota l'heure exacte sur un papier. Minuit, parce qu'au fond de lui, il avait compris que cette minute allait avoir une importance qu'il ne pouvait pas encore saisir. Le lendemain, il tenta de retrouver la fréquence. Rien. Le silence absolu. L'émetteur fantôme avait disparu aussi brusquement qu'il était apparu. Il n'imaginait pas que cette première apparition allait déclencher plusieurs décennies d'interrogations, d'enquêtes abandonnées, de rapports classés et de rumeurs qui persistent encore aujourd'hui dans tout le Québec maritime. Mais pour l'instant, il n'y avait que lui, la mer, et une question qui résonnait comme une menace. Qu'est-ce qui, au beau milieu de la nuit, avait tenté d'émettre depuis un endroit où rien ne devrait émettre ? Le lendemain du mystérieux signal, Henri Lavigne se rendit dans la petite pièce d'archives du phare. Les murs étaient recouverts de cartes anciennes, certaines jaunies au point de s'effriter, d'autres si détaillées qu'on aurait pu croire qu'elles respiraient encore la mer. Depuis des décennies, il accumulait ces documents, fasciné par les variations étranges des fonds marins du Saint-Laurent. Mais ce matin-là, il chercha quelque chose de précis, sans savoir quoi. Comme si le signal de minuit lui avait laissé une intuition, un fil à tirer. Il déroula une grande carte bathymétrique datant des années 1970. Les profondeurs y étaient représentées par des courbes bleutées, comme des empreintes digitales de l'océan. Il passa lentement son doigt près de la zone où le signal semblait provenir. Rien d'anormal, aucun relief suspect, aucun canyon sous-marin inhabituel. Rien qui aurait pu expliquer une fréquence non répertoriée. Pourtant, un détail attira son regard. Une annotation fine, presque effacée, zone 14B, accès restreint. Henri plissa les yeux. Il n'avait jamais vu ce marquage auparavant.
Il fouilla dans un vieux classeur en métal, retrouva une édition plus récente de la même carte datant de 1992. La même zone portait désormais un simple numéro, sans annotation, comme si quelqu'un avait effacé une information volontairement. Il sortit une troisième carte, celle transmise officiellement par les autorités fédérales au personnel des phares. Là, la zone 14B n'existait même plus. Le secteur avait été redessiné, simplifié, rendu parfaitement banal, trop banal. Un frisson lui parcourut le dos. Les cartes, d'habitude si cohérentes, semblaient raconter une histoire différente selon l'époque. Quelqu'un avait modifié la géographie administrative du fleuve. Pas le fond marin lui-même, mais la manière dont on était autorisé à le regarder. Il compulsa alors le registre interne du phare, cherchant des mentions d'opérations militaires, de recherches scientifiques, d'essais sous-marins. Rien de concluant, seulement quelques lignes obscures datant de 1984, éviter émission radio-canal 510, 6 activités en zone 14B. Aucune explication, aucun rapport joint. Henri sentit son cœur battre plus vite. Était-il possible que le signal entendu la veille soit lié à cet ancien protocole oublié, à un canal interdit, et surtout à une zone que les cartes officielles semblaient vouloir effacer? Il décida d'aller plus loin. Il attrapa un épais dossier poussiéreux contenant des relevés sonars historiques, des relevés bruts, jamais destinés au public. Plusieurs lignes montraient, à proximité de la fameuse zone, des échos anormaux, des formes massives, trop régulières pour être naturelles. Certaines semblaient se déplacer lentement, comme des ombres au fond de l'eau. D'autres apparaissaient, puis disparaissaient sans raison. En les superposant, Henri remarqua un motif. Les anomalies suivaient un tracé circulaire, comme un périmètre. Et exactement au centre de ce cercle, la position approximative du signal de minuit. Il s'assit, abasourdi. Ce n'était plus une simple intuition. Quelqu'un, quelque part, avait tenté de dissimuler quelque chose dans ce segment du Saint-Laurent. Quelque chose de suffisamment étrange pour nécessiter la modification progressive de plusieurs cartes nationales. Quelque chose que les relevés sonars avaient capté par accident, mais que personne n'avait pris le temps d'expliquer. Ou peut-être que si. Peut-être que quelqu'un avait expliqué, puis avait classé l'affaire. Henri regarda par la fenêtre du phare. Le fleuve semblait paisible, mais il savait maintenant que cette tranquillité masquait un secret ancien, enfoui dans les profondeurs. Et la question revenait, obsédante, plus lourde encore que celle de la veille. Pourquoi un simple gardien de phare avait-il été le premier à entendre un signal provenant d'une zone que les cartes elles-mêmes refusaient de montrer ? Pendant des années, cette histoire n'a été qu'une rumeur, un murmure étouffé dans les couloirs des archives fédérales canadiennes. Pourtant, tout commence en 1978, lorsqu'un officier de la GRC, la Gendarmerie royale du Canada, tombe par hasard sur un dossier étiqueté « Confidentiel, Division Nord ». Un dossier si ancien que le papier jaunit, et si étrange qu'il semble déplacé au milieu des rapports classiques d'enquête criminelle. À l'intérieur, un rapport de 32 pages, rédigé en 1912, relate une enquête clandestine menée dans la région sauvage de la Nahanni. Mais ce qui retient immédiatement l'attention, c'est l'ouverture du document. Ce territoire contient des anomalies impossibles. Son exploration doit être strictement contrôlée. Le rapport décrit la mission du sergent Arthur Walden chargé de vérifier les témoignages de prospecteurs ayant rapporté des événements incompatibles avec la réalité connue. Au départ, l'enquête semble traiter de disparitions ordinaires. Mais page après page, le ton change. Walden décrit des phénomènes que la GRC ne mentionnera plus jamais dans ses dossiers publics. Des sons métalliques résonnant sous terre, des structures géométriques aperçues dans des vallées où aucune civilisation connue n'a jamais vécu. Et surtout, la présence de zones où les boussoles cessent de fonctionner, où même les chevaux refusent d'avancer. À la page 17, Walden révèle une découverte encore plus déconcertante. Lors d'une progression dans une gorge étroite, l'équipe tombe sur une cavité parfaitement circulaire, comme si elle avait été creusée par une machine inconnue. À l'intérieur, ils trouvent ce qu'ils nomment des symboles gravés ressemblant à une forme primitive de cartographie astronomique. Des symboles impossibles à identifier, mais étrangement similaires à ceux retrouvés bien plus tard dans les carnets secrets de l'explorateur des marais.
Le rapport se termine abruptement. Pas de conclusion, pas de dernier paragraphe, juste une dernière phrase tracée maladroitement. « Nous ne devons pas revenir ici, cet endroit n'est pas pour nous ». L'officier de la GRC ayant découvert le dossier en 1978 tente de demander des explications à ses supérieurs. Le lendemain, le rapport a disparu. Officiellement, il n'a jamais existé. Officieusement, 3 témoins confirmeront qu'il a été récupéré par 2 hommes en costume, non identifiés, dont les badges ne correspondaient à aucun service connu. Mais la plus grande révélation ne viendra pas de la GRC. Elle viendra des copies clandestines faites avant la disparition du dossier. Des copies qui circulent encore aujourd'hui dans les cercles très fermés d'archivistes et d'historiens obsessionnels. Et ce qu'elles contiennent va bouleverser tout ce que l'on croyait savoir sur la vallée de la Nahanni. Quelques mois après la disparition du rapport de la GRC, un nouvel élément vient raviver l'enquête. Cette fois, il ne s'agit pas d'un document, mais d'un signal. Un phénomène radio d'apparence anodine, sauf pour ceux capables de reconnaître l'impossible. Dans les années 80, un radiophile canadien du nom de Henry Malberg, passionné d'ondes courtes, capte par hasard un signal répétitif depuis sa petite station amateur de Yellowknife. Au départ, il pense à une interférence atmosphérique, mais en analysant la fréquence, il remarque quelque chose d'incompréhensible. Le signal provient d'une zone dépourvue de toute installation humaine, en plein cœur de la vallée de la Nahanni. Le signal est faible, pulsé, et se répète toutes les 11 minutes et 36 secondes. Une séquence composée de 3 impulsions courtes, suivie d'un bourdonnement grave qui descend progressivement dans les basses fréquences, comme si quelque chose cherchait à régler une machine enfouie sous la terre. Intrigué, Malberg commence à enregistrer des heures de transmission. Très vite, il comprend qu'il n'est pas seul à écouter. À plusieurs reprises, il note des interférences étranges, des coupures brutales, des distorsions métalliques et parfois même ce qui ressemble à des modulations volontairement encodées, comme si quelqu'un ou quelque chose répondait à son écoute. En 1983, après un hiver particulièrement froid, le phénomène prend une tournure encore plus déstabilisante. Une nuit, alors qu'il balaie le spectre, Malberg capte une série d'impulsions d'une clarté parfaite, comme un message délibéré. Il affirme avoir entendu ce qu'il décrit comme une forme primitive de langage harmonique, composée de fréquences qui semblent suivre une structure mathématique avancée, trop avancée pour une simple émission naturelle. Lorsqu'il tente de partager ses enregistrements sur un forum de radio amateur, il reçoit un message privé d'un utilisateur nommé North47. Le message est simple: arrêtez les analyses, vous interceptez une fréquence classifiée. 3 jours plus tard, des hommes en uniforme visitent Malberg sous prétexte d'une vérification de licence. Ils saisissent ses bandes, ses carnets et l'avertissent de ne plus jamais explorer cette partie du spectre. Mais ils oublient une chose: Malberg a déjà envoyé une copie de ces bandes à un ami au Québec, un ancien technicien militaire spécialisé en communication. C'est cet homme qui fera plus tard la découverte la plus troublante de toute l'affaire. Les pulsations du signal correspondent exactement à des motifs gravés dans la carte interdite de Desmarais, et même aux symboles retrouvés dans la cavité circulaire du rapport disparu de la GRC. Cette corrélation, impossible à expliquer par le hasard, suggère quelque chose d'inconcevable. La vallée ne produit pas seulement des anomalies, elle émet, comme si une intelligence inconnue, ou une technologie oubliée, continuait à fonctionner sous la surface du sol canadien. Et ce n'est que le début, car ces signaux n'étaient qu'un avertissement. Au début des années 90, alors que personne ne parle publiquement des signaux de la vallée de la Nahanni, plusieurs événements discrets, presque invisibles pour le grand public, trahissent l'intérêt soudain des États-Unis pour cette zone du territoire canadien. Et pourtant, rien ne justifie officiellement leur présence. 1991, le premier hélicoptère sans insigne. Le 12 avril 1991, 2 chasseurs de la garde rangée de Fort Simpson repèrent un hélicoptère de transport militaire sans aucun marquage. Pas de drapeau, pas de numéro de queue, pas de transpondeur. L'appareil vole bas, longeant précisément le secteur où les signaux enregistrés par Malberg semblaient prendre naissance.
Les témoins affirment que l'hélicoptère suivait une trajectoire cartographiée comme s'il utilisait un plan topographique secret que personne d'autre ne possède. Ce détail rappellera plus tard la mystérieuse carte interdite de Desmarais. Quand les autorités territoriales demandent une explication à Ottawa, la réponse est laconique. Aucun vol militaire n'était programmé dans cette zone. Pourtant, les traces laissées par l'appareil prouvent le contraire. Les opérations fantômes de l'US Air Force à l'automne 1991, 3 stations météo isolées au Yukon, signalent une anomalie, une interférence électromagnétique massive qui désactive brièvement leurs instruments. Le phénomène est localisé dans un rayon d'environ 50 km, centré sur la Nahanni. Ce même jour, 2 satellites d'observation enregistrent un déploiement de drones au-dessus de la vallée. Des drones américains de première génération, de ceux employés pour des missions de reconnaissance hors traité. Encore une fois, aucune explication officielle. Mais un ancien analyste du NORAD, interrogé des années plus tard, laissera échapper cette phrase « On cherchait une signature, une empreinte énergétique, et ce que la vallée émettait ne ressemblait à rien de connu. » Le document classifié du Pentagone. En 1994, un document interne fuitera brièvement sur un réseau militaire fermé. Project Rochester, Reconnaissance of Coherent Harmonic Emission, Sector North 47 pouces. Le document ne reste visible que 17 minutes avant d'être effacé. Mais un technicien canadien parvient à en noter quelques extraits. Émissions pulsées corrélées aux anomalies signalées en 1959 et 1962. Activités souterraines non attribuables à des installations humaines, probabilité élevée, infrastructures, enfouies ou artefacts technologiques. Les analystes américains semblent peu convaincus que quelque chose sous la vallée fonctionne encore. Quelque chose de non humain ou peut-être de préhumain. La rencontre de 1997. L'élément le plus troublant survient en 1997 lorsqu'un groupe de chasseurs déclare avoir vu une patrouille américaine en tenue NBC, anti-contamination, sortir d'un ravin au sud de la vallée. L'officier à leur tête leur ordonne de partir immédiatement, affirmant que la zone est contaminée. Mais un détail fait s'effondrer cette version. Les instruments portatifs de radiation des chasseurs n'indiquent rien d'anormal. Quelque chose d'autre se cachait dans ce ravin. Quelque chose que ces hommes d'élite ne voulaient pas que le public voie. Un secret partagé, mais jamais expliqué. Au fil des années, toutes les tentatives de demande d'accès à l'information, aussi bien aux États-Unis qu'au Canada, se heurtent à la même phrase « Aucun dossier de ce type n'existe ». Pourtant, les traces aériennes, les témoignages, les interférences radio et les rares fuites convergent vers un seul constat. Les Américains n'étaient pas venus par hasard. Ils cherchaient quelque chose que le Canada ne savait pas, ou ne voulait pas chercher. Et maintenant, une inquiétante question surgit. Qu'ont-ils trouvé exactement sous la vallée ? Pendant que les Américains multiplient les opérations discrètes au-dessus de la vallée de la Nahanni, une autre vérité, plus sombre, plus difficile à admettre, commence à émerger. Car en parallèle de ces incursions aériennes, plusieurs chercheurs canadiens découvrent des traces d'une activité électromagnétique totalement anormale, pas naturelle, pas militaire classique, pas industrielle. Quelque chose émettait, quelque chose répondait, et au milieu de tout cela, un nom revient sans cesse dans les archives, le programme Kappa. La première anomalie, la résonance à 17,6 Hz. En 1993, une équipe de géophysiciens de l'Université de l'Alberta installe une série de magnétomètres dans la région pour mesurer les fluctuations du champ terrestre. 3 des appareils enregistrent une pulsation régulière toutes les 19 secondes. Une fréquence trop faible pour être d'origine humaine, trop stable pour être un phénomène naturel connu. Quand les chercheurs comparent cette fréquence aux archives internationales, ils tombent sur une correspondance datant de 1954, relevée au-dessus de l'Antarctique, à proximité d'une zone où l'US Navy avait mené des opérations classifiées. La pulsation porte désormais un nom, la signature Kappa. Les tests d'amplification du CFS alertent. En 1999, le Centre des forces canadiennes d'alerte, la base militaire la plus au nord du pays, effectue discrètement une expérience visant à amplifier les signaux provenant du sud-ouest.
L'intention officielle, mesurer les perturbations ionosphériques. Ce qui est réellement détecté, un écho artificiel, comparable à un signal réfléchi par une structure métallique gigantesque, enfouie sous la Terre. Le rapport interne parle d'un effet antenne massif, impossible à expliquer par la géologie locale. À partir de cet instant, le programme Kappa devient prioritaire. La station secrète de Fort Liard. Une rumeur persistante évoque l'existence d'un petit laboratoire caché près de Fort Liard, financé par le ministère canadien des Ressources naturelles. Entre 2001 et 2004, plusieurs techniciens y auraient de travailler sur une technologie visant à reproduire les signaux de la vallée pour en comprendre l'origine. Selon un témoin, les expériences produisaient parfois des phénomènes étranges, vibrations ressenties au sol, alors qu'aucune machine n'était active, grésillements dans les radios, même hors tension, lumière vacillante, comme si l'alimentation électrique respirait. Un jour, une impulsion test provoque un mini blackout dans la région. Le centre ferme 2 semaines plus tard, officiellement pour réaffectation budgétaire. Officieusement, une note interne mentionne « interaction imprévue avec une source externe ». La liaison radio fantôme. En 2008, un opérateur radio amateur de Yellowknife enregistre un message en morse extrêmement faible capté au crépuscule. Kappa, Kappa, non humain. La séquence est fragmentée, mais authentifiée par 2 ingénieurs indépendants. Elle semble provenir d'une station qui n'existe sur aucune carte. Le message ne sera jamais reconnu par les autorités. Une expérience ratée en 2013. En 2013, des géologues de l'US Geological Survey, en coopération secrète avec une équipe canadienne, testent un puissant scanner sismique vertical pour tenter d'imager la structure sous la vallée. Quand ils déclenchent la séquence d'impulsion, le sol commence à vibrer avant même que la machine s'active. Le superviseur note dans son rapport « C'est comme si quelque chose répondait avant d'être interrogé ». L'expérience est annulée, les données encryptées, et les 2 gouvernements classent l'événement confidentiel défense. Une conclusion terrifiante émerge. Au sein du programme Kappa, une hypothèse se propage officieusement. Et si ces signaux n'étaient pas des émissions, mais des réactions? Et si quelque chose sous la vallée répondait à chaque tentative d'observation? Ce n'est plus une simple affaire géologique. Ce n'est plus une rumeur ethnographique. Ce n'est plus une histoire de cartes perdues. Quelque chose interagit, quelque chose écoute, quelque chose comprend. L'une des histoires les plus dérangeantes du dossier Nahanni n'apparaît dans aucun rapport officiel. Elle provient d'un document interne de Parc Canada récupéré par un employé anonyme en 2019 et jamais publié. On l'appelle désormais l'incident du filet coupé. Et pour beaucoup, c'est la première preuve tangible que quelque chose sous la vallée n'est pas seulement passif, peut-être même pas naturel. La mission secrète de 2007. En 2007, la division nord de Parc Canada reçoit l'ordre d'installer un système expérimental près du canyon de First Canyon. Un réseau de câbles sismiques conçu pour enregistrer de minuscules vibrations dans une zone soupçonnée de contenir des cavités profondes. Officiellement, il s'agissait d'un simple projet scientifique. Officieusement, l'objectif était de détecter la signature Kappa. Une équipe de 6 techniciens est envoyée sur place. Ils déroulent un filet composé de fibres de carbone, long de 238 mètres, qui doit transmettre la moindre micro-onde vibratoire vers une station mobile. Tout est calibré, tout est parfait. L'équipe repart dormir au camp de base à seulement 4 km. Le retour au site, une scène impossible. Le lendemain matin à 6h42, les techniciens reviennent pour activer le système. Ils trouvent le filet au sol, pas arraché, pas dégradé par un animal, pas déplacé par le vent, découpé, net. Chaque segment de fibre a été tranché avec une précision chirurgicale à intervalles réguliers. L'un des techniciens raconte dans la note interne « On aurait dit que quelque chose avait choisi ou coupé, comme pour désarmer le dispositif sans l'endommager. Aucun outil humain connu ne pourrait produire un tel résultat dans la nuit, au milieu d'une vallée isolée, sans laisser la moindre trace. Les enregistrements retrouvés là où ils ne devraient pas exister. Pire encore, la station d'enregistrement, qui devait être vide, contient 38 minutes de données.
des vibrations ultra basses, des pulsations régulières et surtout un pic d'amplitude survenu à 3h19, 3 minutes avant que le filet ne soit coupé, comme si quelque chose avait détecté le filet, scanné sa structure, puis procédé à son démantèlement. L'ingénieur responsable écrit « On dirait une réponse, pas un accident ». Le mystère des empreintes annulées. Lorsque les Rangers inspectent le sol autour du filet coupé, ils découvrent une série d'empreintes. Légères, circulaires, parfaitement réparties, elles mesurent environ 9 cm de diamètre, trop grandes pour un oiseau, trop régulières pour un animal terrestre. Mais lorsqu'ils reviennent 25 minutes plus tard avec du matériel de moulage, les empreintes ont disparu, pas effacées, littéralement disparues. La Terre est redevenue intacte, comme si elle avait été réinitialisée. Un géologue consulté mentionne une observation troublante, le sol semblait avoir perdu sa mémoire mécanique. L'interdiction immédiate, le même jour, Parc Canada reçoit l'ordre d'abandonner totalement le site. Le matériel est récupéré, mais les câbles coupés sont immédiatement classés matériel sensible, destruction obligatoire. Pourquoi détruire des câbles ? Parce que les fibres contenaient des résidus électromagnétiques que personne n'a été capable d'expliquer. Plus tard, un aveu chuchoté, un membre de l'équipe, interviewé anonymement par un journaliste de Whitehorse, laisse échapper une phrase qui glace le sang. « Je ne pense pas qu'on ait coupé notre filet, je pense qu'on nous a prévenus. » Avec cet incident, la vallée de la Nahanni cesse d'être simplement étrange, elle devient active, réactive, consciente. Parmi les centaines de légendes et de récits rapportés au fil des décennies dans la vallée de la Nahanni, un seul témoignage ne ressemble à aucun autre. Il n'a jamais été enregistré officiellement. Il n'a jamais figuré dans un rapport. Il n'a jamais été publié, parce qu'il provient d'un homme que l'État considère comme un fantôme administratif. Son nom n'apparaît dans aucune base de données. Il n'a aucun dossier médical, aucun registre d'emploi, aucune adresse connue. Pourtant, pendant près de 22 ans, il a vécu dans la vallée, seul, invisible, oublié. On l'appelle aujourd'hui le dernier gardien, la rencontre improbable. En 2014, 3 randonneurs de la Colombie-Britannique, partis en dehors des sentiers officiels, rapportent avoir rencontré un vieil homme vivant dans une cabane en rondin, dissimulée dans une gorge latérale du canyon de Fort Canyon. Selon leur récit, l'homme ne semblait pas surpris de les voir. Au contraire, il aurait dit « Vous êtes en avance ». Les randonneurs décrivent un individu amaigri, la barbe blanche, la peau creusée par les années, mais doté d'un regard incroyablement lucide. Quand il lui demande depuis combien de temps il vit ici, il répond simplement « Depuis que les autres sont partis ». Ils n'ont pas compris sur le moment. Ce n'est qu'après leur retour qu'ils saisiront l'ampleur de la phrase. La confession autour du feu. Le soir même, le vieil homme invite les 3 randonneurs à rester pour la nuit. À la lumière vacillante du feu, il leur livre un récit qui les hantera longtemps. Il affirme qu'il faisait partie d'un petit groupe d'observateurs non officiels, des gardiens, chargés de surveiller des anomalies sous la vallée dès les années 1980. Aucun uniforme, aucun registre, juste une mission confiée par ceux d'Ottawa qui s'arment ce qui dort ici. Selon lui, la vallée n'est pas seulement un parc naturel, c'est une zone de confinement géologique où les humains ne sont que des invités tolérés. Mais ce qu'il raconte ensuite dépasse tout ce que les randonneurs avaient imaginé. Nous ne surveillons pas la vallée, nous surveillons ce qu'elle contient. Le dernier gardien affirme que sous Nahanni s'étend un système de cavités profondes reliées par des failles vivantes capables de respirer. Pas de manière biologique, plutôt comme un réseau de poches qui se contractent sous la pression. Il raconte « La Terre ici bouge, mais pas comme ailleurs, elle réagit quand elle est observée ». Quand les randonneurs lui demandent ce que cela signifie, il répond calmement « Vous avez entendu parler du filet coupé ? Ce n'était pas une attaque, c'était un avertissement ». Le silence après cette phrase aurait duré plusieurs minutes. L'histoire de la dissolution des gardiens. Selon le vieil homme, ils étaient à l'origine 10 gardiens disséminés dans différents secteurs de la vallée. Leur rôle était d'écouter, noter et signaler les vibrations anormales remontant des profondeurs. Mais après l'incident de 2007, tout change. Un ordre tombe depuis Ottawa.
démanteler le programme, effacer les traces, disperser les gardiens. 8 disparaissent volontairement. Un 9e meurt en 2011 dans des circonstances floues. Lui seul reste. Pourquoi ? Parce qu'il est convaincu que la vallée n'a pas fini de parler. La phrase qui a glacé les randonneurs, avant de les laisser repartir, le vieil homme leur tend un morceau de papier jauni. Dessus, quelques lignes écrites à la main. Quand le sol recommencera à vibrer, ce ne sera pas une répétition, ce sera une réponse. Puis il leur dit « Vous n'êtes pas venus ici par hasard. Vous étiez attendus. » Les randonneurs quittent la cabane le lendemain. Quand une équipe tente de retrouver l'endroit quelques mois plus tard, la gorge est introuvable, la cabane aussi. Et le vieil homme, jamais revu, ce chapitre laisse entrevoir un élément crucial. La vallée n'est peut-être pas seulement le siège d'un mystère géophysique, mais d'une surveillance silencieuse, organisée puis effacée. Pendant des mois après la rencontre des randonneurs, la vallée semble retomber dans son éternel silence. Aucun bruit, aucune vibration, aucun nouveau témoin. Mais tout bascule un matin de septembre 2016. Un moment si brusque, si incompréhensible, qu'il restera classé dans les dossiers provinciaux comme l'anomalie 47B, signal non assignable. La première secousse, 7h12. Une onde courte, nette, tranchante, enregistrée simultanément par une station hydrologique sur la rivière, 2 sismographes du territoire du Nord-Ouest et plus étrange encore, par une antenne radio-amateur à plus de 387 km de là. Durée du phénomène, 0,8 secondes. Origine, non triangulable. Les appareils enregistrent aussi tous la même chose. Un pic brutal suivi d'un silence absolu, électrique, presque artificiel. Ce n'est pas un séisme, ce n'est pas une explosion, ce n'est aucune forme connue d'onde acoustique naturelle. Les ingénieurs écriront plus tard, c'est comme si quelque chose avait frappé la croûte terrestre, mais de l'intérieur. Les répercussions immédiates, dans les minutes qui suivent, les autorités locales reçoivent une série d'appels étranges. Un pilote de brousse affirme que son altimètre a sauté d'un coup. Une famille installée près de Lindbergh Landing dit avoir entendu un grondement comme un moteur enfoui sous la terre. 2 guides autochtones signalent une odeur de soufre au bord d'une falaise. Une sortie d'air chaud est mesurée dans une zone qui, normalement, reste glacée jusqu'en octobre. Tout cela dans un délai de 15 minutes. C'est trop simultané pour être naturel, trop vaste pour être localisé, trop précis pour être un bug. Quelque chose a frappé. Mais quoi ? Le signal capté par erreur. L'élément le plus troublant vient d'un technicien de Yellowknife qui, en réétalonnant son matériel, remarque un détail impossible. Au cœur de l'onde enregistrée, sur un fragment de 0,06 secondes, se dessine un motif répétitif, une forme d'impulsion. Pas un message intelligent, pas un code connu, mais quelque chose qui ressemble à une signature énergétique. Le technicien la décrit plus tard comme une sorte de battement mécanique, comme le cœur d'une machine géologique. Ce fragment sera envoyé à l'université de l'Alberta, puis à un laboratoire québécois. Chaque équipe conclura la même chose. Ce n'est pas un phénomène naturel, c'est une émission. Une émission provenant du sous-sol de la vallée, le dernier gardien réapparaît indirectement. 3 jours après l'onde, un courrier anonyme arrive à la station de Fort Simpson. À l'intérieur, un simple papier jauni, écrit à l'encre noire d'une main reconnaissable, « Vous n'avez pas compris, ce n'était pas un signal, c'était un réveil, aucune signature. » Mais les enquêteurs reconnaissent immédiatement l'écriture, celle du dernier gardien. La carte altérée, dans les heures qui suivent l'événement, plusieurs satellites cartographiques enregistrent un détail inattendu. Une petite zone de la vallée, un triangle de forêt densément végétalisé, change légèrement de texture thermique. Ce n'est pas un glissement, ce n'est pas une érosion, ce n'est pas la fonte d'un pergélisol. Les experts appellent cela un point chaud invisible. Invisible à l'œil nu, mais parfaitement détectable en infrarouge. Et ce point chaud se trouve exactement là où les randonneurs disent avoir rencontré la cabane du dernier gardien. L'inquiétude d'Ottawa. Le même jour, le gouvernement fédéral envoie une directive discrète à plusieurs ministères. Suspension de certaines missions d'études, interdiction des vols bas sur la zone, redirection de plusieurs satellites civils. Silence total dans les communications publiques. La note interne, fuitée quelques années plus tard, se termine sur une phrase glaçante
Le signal brutal confirme que la vallée n'est pas stable. Nous ne devons pas provoquer une deuxième réaction. Ce que cela signifie pour l'histoire. Pour la première fois depuis des décennies, la vallée a répondu. Et ce signal, aussi bref que violent, montre que ce qui se cache sous Nahanni n'est pas inerte, n'est pas endormi et surtout n'est pas indifférent à ce qui se passe en surface. En février 2014, alors que l'affaire de Harrington Lake semblait condamnée à disparaître dans les oubliettes administratives, un événement inattendu raviva brusquement l'intérêt des autorités canadiennes. Cette année-là, un hiver glacial paralysait Ottawa. Les lacs étaient gelés sur plus de 60 cm et les vents hurlaient dans les forêts du Québec voisin. Rien ne semblait pouvoir troubler ce silence polaire, jusqu'à ce qu'une détonation sourde résonne en pleine nuit autour du lac Kingsmere, à moins de 2 km du site d'origine. Vers 3h12 du matin, plusieurs habitants rapportèrent avoir senti une vibration très brève, semblable à un coup sec porté contre une paroi de métal. Quelques secondes plus tard, un éclat lumineux orangé se refléta sous la glace, comme si quelque chose, très en profondeur, avait projeté une lueur vers la surface. L'effet dura moins de 2 secondes, mais la scène fut suffisamment étrange pour que 3 voisins, indépendamment, contactent la police communautaire de Chelsea. Le premier agent arrivé sur place nota immédiatement un détail perturbant. Une fine colonne de vapeur s'élevait d'un point central du lac, alors que la température était de moins 22 degrés Celsius. Une telle évaporation localisée ne pouvait provenir que d'un brusque apport de chaleur ou d'une déchirure de glace provoquée de l'intérieur. Or, aucune fissure n'était visible. Tout semblait intact. La gendarmerie royale du Canada fut appelée en renfort à 4h01. Leur arrivée marqua le début d'un protocole que peu d'habitants connaissaient encore à l'époque. L'activation d'un périmètre d'exclusion S42, utilisé uniquement dans des cas d'anomalies environnementales non identifiées. En l'espace de 40 minutes, le lac fut encerclé, les routes bloquées, les riverains maintenus chez eux. À 5h17, les équipes de la GRC déployèrent un petit robot téléopéré, équipé de capteurs thermiques et magnétiques. En avançant sur la surface gelée, le robot enregistra un pic magnétique d'une intensité anormalement élevée, localisé précisément au centre du lac Kingsmere. Mais ce n'était pas la valeur brute qui inquiéta les opérateurs, c'était la fréquence du signal parfaitement identique à celle relevée lors de l'incident initial des années 1990, celle-là même retrouvée dans le rapport disparu de la GRC. La réapparition du même motif magnétique, 16 ans plus tard, était un coup de massue pour les enquêteurs. Soit un phénomène naturel rarissime se répétait avec une précision invraisemblable, soit l'entité, l'objet ou la source à l'origine du premier incident venait de se manifester à nouveau. À 6h43, le robot détecta soudain un grésillement électrique suivi d'un bref micro-arctique. Une onde circulaire se propagea sous la glace comme une vibration profonde remontant du fond. Les opérateurs pensèrent d'abord à un tremblement de terre localisé, mais Seism Canada ne rapporta aucun mouvement tectonique dans la région. À 6h45, tout s'arrêta. Plus de vapeur, plus de signal, plus de vibration. Les experts envoyés sur la glace ne trouvèrent aucune trace physique. Pas la moindre fissure, pas le moindre dépôt, pas le moindre résidu thermique. Pourtant, les appareils de mesure confirmaient sans équivoque, quelque chose avait bel et bien eu lieu, et ce quelque chose semblait doté d'une signature magnétique artificielle ou intentionnelle. Le rapport préliminaire de 2014 fut classé niveau confidentiel, Eyes Only, en moins de 24 heures. Pourtant, une fuite interne, une simple capture d'écran, fit brièvement surface sur un forum obscur quelques mois plus tard. On y lisait une annotation tracée à la main par un analyste, même fréquence, même point, même silence après impact. Ce n'est pas un hasard, ce n'est jamais parti. Ce fut la première fois, depuis la disparition du rapport de la GRC, qu'un élément concret reliait tous les événements. Ce fut aussi le moment où les enquêteurs commencèrent à accepter une hypothèse jusqu'alors jugée trop dangereuse. La source du phénomène ne se déplace pas, elle attend. Et en 2014, elle venait d'envoyer un signal, un rappel ou un avertissement.
Lorsque les dossiers de 2014 furent réexaminés en interne, un terme revint régulièrement dans les échanges confidentiels des analystes, la lueur. Un concept étrange, presque ésotérique, mais qui possédait pourtant une base scientifique solide. Et si la réapparition de Kingsmere n'était pas simplement un signal, mais la manifestation d'un phénomène lumineux contrôlé provenant d'une source inconnue située sous le lac? Pour comprendre l'origine de cette théorie, il faut revenir à un document oublié de 1983, rédigé par un astrophysicien québécois du nom de Dr Lionel Marchand. À l'époque, Marchand travaillait pour un projet conjoint CNRC Défense Nationale portant sur les fluctuations lumineuses dans les environnements à haute densité d'eau. Dans son mémoire, il avait théorisé qu'une forme d'énergie capable de produire une lueur interne dans un milieu aqueux devait nécessairement être d'origine artificielle, car aucun phénomène naturel ne pouvait maintenir une luminescence aussi stable en profondeur. Le document fut ignoré pendant des décennies, jusqu'à ce que, lors de la réapparition de 2014, un jeune analyste tombe sur une mention dans les archives internes « lueur sous-glaciaire non naturelle ». Cet analyste fit immédiatement le lien avec l'éclat orangé observé par les riverains et la vapeur surgissant de la surface du lac. Il proposa alors ce qui allait devenir l'axe principal de recherche de l'affaire. La source sous le lac Kingsmere émettrait une lueur énergétique à fréquence variable capable d'altérer l'environnement local, glace, magnétisme, vibration, sans laisser de traces physiques durables. Le terme lueur n'était pas poétique, c'était un mot technique utilisé pour désigner un phénomène énergétique anormal détectable uniquement par instruments sensibles, magnétomètre, capteur thermique et spectromètre de surface. Or, en 2014, ces trois appareils avaient enregistré des anomalies parfaitement synchronisées. Mais ce n'était pas tout. Un ancien membre de la GRC, retraité depuis peu, accepta de témoigner anonymement. Selon lui, ce n'était pas la première fois qu'on observait ce type de manifestation dans la région. Il affirma qu'entre 1991 et 1999, 3 autres lueurs avaient été enregistrées autour de Kingsmere, toujours sous la glace, toujours en plein hiver. Mais ces rapports avaient été neutralisés par un programme interne de classification accélérée. Ce qui rendait ces lueurs si fascinantes et potentiellement inquiétantes était leur motif cyclique. Elles semblaient apparaître selon une modulation très précise, comme un calendrier codé. Toutes les lueurs connues étaient espacées d'un intervalle oscillant entre 11 et 13 ans. Là où les sceptiques parlèrent de coïncidence, les analystes voyaient une régularité, un cycle, une intention. La théorie de la lueur suggérait que la source émetteuse n'agissait pas par impulsion chaotique, mais par période programmée. Le terme utilisé dans les notes internes était même plus audacieux, périodicité consciente. Comme si la lueur n'était pas simplement un phénomène physique, mais une forme de communication. Cette hypothèse prit de l'ampleur lorsque le spectrogramme de 2014 fut superposé à celui retrouvé dans le rapport perdu de la GRC. Les deux courbes, malgré les années écoulées et les différences technologiques, étaient quasi identiques jusqu'aux micro-oscillations internes. Une signature parfaite. Les analystes en arrivèrent alors à une question troublante. Si la lueur revient selon un cycle défini, cela signifie-t-il que la prochaine apparition est prévisible? Le calcul fut fait. Si le cycle de 11 à 13 ans se maintenait, la prochaine lueur devait apparaître entre 2025 et 2027, une date extrêmement proche. L'hypothèse officielle, cachée dans un dossier classifié au plus haut niveau, était la suivante. Quelque chose sous le lac Kingsmere émet intentionnellement une lueur énergétique périodique capable d'altérer le magnétisme, la température et la structure de la glace. Mais une question demeurait plus terrifiante que toutes les autres. La lueur est-elle un appel, un avertissement ou le signe d'un mécanisme enfoui prêt à atteindre un nouveau stade d'expression? La théorie de la lueur, autrefois marginale, devenait désormais centrale. Et tout indiquait qu'un nouveau cycle approchait. On l'appelle le dossier fantôme parce qu'il ne devrait pas exister. Officiellement, aucun document portant ce nom n'a jamais été rédigé, classifié, diffusé ou détruit. Aucun registre ne le mentionne. Aucune base de données ne l'indexe.
Et pourtant, depuis les années 1990, plusieurs agents, analystes et archivistes affirment l'avoir vu passer, souvent brièvement, comme un reflet entre deux portes. Le dossier fantôme serait un ensemble de notes internes, de relevés instrumentaux, d'observations militaires et de témoignages compilés autour d'une seule hypothèse, jugée trop explosive pour être publiée. Et si la source sous le lac Kingsmere n'était pas un phénomène naturel, ni même une technologie terrestre, l'existence du dossier est d'abord mentionnée par un archiviste fédéral retraité, interrogé en 2019 dans un entretien non officiel. Il raconte avoir vu, en 2006, une chemise beige portant l'inscription manuscrite « Case X, archive provisoire, aucune copie permise ». À l'intérieur, dit-il, se trouvèrent des rapports sur 3 sujets bien précis. Les analyses spectrales de la lueur de 1991, une série d'enregistrements électromagnétiques datés de 2003, et plus troublante encore, une correspondance secrète entre des agents de la GRC et un contact scientifique américain proche de NORAD. L'homme dit n'avoir eu le dossier en main que quelques minutes avant qu'on le lui retire brutalement. Le lendemain, personne n'admettait qu'un tel document avait existé. Une deuxième confirmation officieuse apparaît en 2021 lorsqu'un analyste anonyme transmet à un journaliste indépendant un fragment numérisé de ce qui pourrait être une page interne du dossier, un tableau de corrélation intercycle reliant les lueurs de Kingsmere aux fluctuations enregistrées dans 2 autres lacs canadiens dont l'emplacement reste caviardé. En bas du tableau, une phrase inquiétante « Cycle convergent estimé entre 2025 et 2027, nature non déterminée ». Mais ce n'est pas le contenu brut du dossier fantôme qui perturbe le plus les chercheurs. C'est son disparaître-réapparaître permanent. Chaque fois que quelqu'un évoque son existence auprès d'une autorité officielle, une enquête interne est déclenchée. Mais les documents qui pourraient confirmer ces allégations disparaissent littéralement des bases de données, parfois du jour au lendemain. Même les sauvegardes numériques se trouvent altérées, comme si quelqu'un ou quelque chose effaçait soigneusement toute trace du dossier. Un ancien fonctionnaire fédéral, sous couvert de l'anonymat, a livré une phrase qui restera gravée dans la mémoire de l'enquête. Le dossier fantôme n'est pas un rapport, c'est un verrou, un mécanisme destiné à garder quelque chose sous silence. Selon lui, le contenu du dossier pourrait impliquer 3 pistes. L'hypothèse d'origine non terrestre. La lueur suivrait une logique de communication ou de surveillance avec une signature énergétique ne correspondant à aucune technologie connue. L'hypothèse anthropique. Extrême. Une technologie humaine secrète, peut-être militaire, aurait été testée en eau profonde puis abandonnée après des effets jugés trop dangereux. L'hypothèse géomagnétique instable. Le terrain sous Kingsmere abriterait une anomalie rare, capable de provoquer des émissions énergétiques cycliques, mais d'une puissance impossible à expliquer sans redéfinir une partie de la physique locale. Le dossier fantôme contiendrait également une recommandation rédigé en main propre par un haut responsable, mentionné dans un témoignage indirect, si une lueur d'intensité supérieure à 2014 est détectée, déclenchez immédiatement le protocole KS rouge. Aucun communiqué public. Qu'est-ce que ce protocole? Quelles mesures implique-t-il? Personne n'a réussi à l'apprendre. Dans sa conclusion supposée, le dossier poserait une dernière question, la plus troublante de toutes, celle qui justifierait son effacement systématique. Et si la source de Kingsmere n'était pas seulement un phénomène, mais une présence, une entité énergétique silencieuse, ancienne ou programmatique, patientant sous la glace, émettant ses signaux à intervalles précis comme un cycle vital, le dossier fantôme n'est jamais apparu sur le papier. Mais il survit par fragments, par voix basse, par réminiscences effacées trop vite. Et son existence suggère une vérité bien plus grande. La version officielle n'est pas seulement incomplète. Elle est volontairement amputée, parce que ce qu'il manque pourrait changer tout ce que l'on croit savoir sur Kingsmere. Si ce n'est qu'un phénomène naturel, pourquoi les documents ont-ils été effacés? Pourquoi le signal est-il réapparu après 13 ans de silence? Et pourquoi tous les experts qui enquêtent sur le sujet cessent-ils soudainement de parler? Certains mystères sont faits pour rester enfouis sous la glace, mais celui-ci commence à fondre.